été touché que vous soyez venus aussi nombreux comme ça, à presque 3 semaines encore de la sortie du film. Et donc c'est très touchant parce que quand on fait un film, ce film-là c'est 1 an et demi de boulot tous les jours, passionnant, hein, je me plains pas du tout, mais c'est comme un bébé. Et donc en fait quand on présente son bébé, on est tous pareils, hein, on a tous envie que tout le monde dise ah il est joli, il est mignon. Donc je suis ravi, je vous ai présenté le bébé. Maintenant moi je suis là pour, si vous avez des avis, évidemment quelque chose à dire sur le film, je suis preneur parce que j'ai fait ce film pour le public, pas au sens négatif du terme, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour le partager. Donc si vous avez un avis, je suis ravi de l'entendre. Et puis si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Donc le mieux, c'est de faire genre comme... c'est un peu humiliant au début de lever la main, mais en fait c'est le seul moyen pour eux de savoir qui a une question à poser ou un avis à donner. Donc voilà, si vous avez un truc, ben voilà, c'est parti. Je vous apporte. Tout d'abord, bonjour et merci d'être là pour nous présenter votre film qui est absolument magnifique. Moi, j'avais une question à propos de la tempête et tout ça. Je me suis demandé si vraiment c'était un paysage naturel en fait. Bon, je pense que non, mais les conditions devaient être quand même très difficiles pour l'enfant et pour vous et pour toute l'équipe du film parce que bon, apparemment c'est vraiment en milieu naturel, quoi. Tout le film se déroule dans la neige. Ah oui, je vous confirme. Non, parce que bon, le cinéma, c'est le cinéma, donc on sait qu'il y a... non, mais je vais vous répondre. Le film a été tourné effectivement dans les Alpes et du Nord et du Sud, c'est-à-dire en Haute-Maurienne pour toute la première partie, et puis dans le Briançonnais pour la deuxième partie. Ah oui. L'année dernière, cette année, il y a beaucoup de neige, mais l'année dernière, il manquait un peu de neige, donc il fallait qu'on grimpe de plus en plus haut, qu'on aille de plus en plus haut pour choper de la neige et avoir ces étendues et tout ça, ce qui était très beau, mais un peu compliqué. Et pour les tempêtes de neige, en fait, c'est des vraies fausses tempêtes, c'est-à-dire que on a tourné dans un milieu naturel. Je voulais pas faire un film avec des effets spéciaux et tout ça. On en a beaucoup avec les Marvel et des trucs comme ça, voilà, des explosions dans tous les sens. Moi, je voulais un film d'aventure, mais dans les milieux naturels. Donc, en fait, on a grimpé des sortes de grosses hélices, comme des hélices d'avion. Alors ça pèse très lourd, ça pèse 150 kg, il fallait les monter à dos d'homme et tout ça, mais on a réussi à le faire. Et on plaçait à différents endroits comme ça pour créer le vent, parce que le vent ne se fabrique pas de toute façon en effet spécial. Donc on fabriquait les tempêtes. Et ça soulevait la neige, évidemment, et comme il faisait moins 20, moins 30 là-haut, on était vraiment en condition de tempête, ce qui fait que ça amène... aussi pour les acteurs, pour l'équipe, pour tout le monde, ce côté aventureux auquel je tenais beaucoup. Donc, et vous aviez des drones, hein, aussi, quelques drones. De temps en temps, mais c'est chouette, assez peu. On a quelques plans, mais voilà, le problème des drones, c'est qu'on accrochait une grosse caméra dessus, puisque c'est un film tourné en scope. Donc pour les gens qui aiment un peu le cinéma, voilà, c'est des caméras qui sont un peu compliquées, des objectifs assez complexes. Et les drones, c'est formidable, mais en même temps, on peut faire n'importe quoi avec. Donc moi, je voulais des choses très précises. Et puis le drone, voilà, dès qu'il y a un courant d'air, si quelqu'un éternue, le drone, il bouge. Donc en montagne, voilà, il fallait choisir les bons moments, les bonnes conditions. Voilà, en tout cas, je vous remercie parce que c'est vraiment la suite qu'on attendait, quoi. Et on se régale. Eh ben, super. Merci beaucoup. Et je le conseillerais. Ah ben, n'hésitez pas. Alors, une question juste à côté. Bonsoir et merci d'être là. Du coup, c'est pratique parce que comme il y a le réalisateur et l'acteur aussi. Et le méchant. Oui, justement, c'est une question. Pourquoi vouloir jouer le méchant dans ce film? En fait, je cherchais depuis longtemps un rôle pour séduire les femmes. La calvitie. Le mieux, c'était d'avoir un look absolument formidable. Donc, je conseille à tous les hommes dans cette salle, rasez-vous régulièrement le haut du crâne, laissez pousser et ne lavez pas les cheveux, laissez-les sur le côté comme ça. Et laissez une barbe un peu longue, pleine de puces si possible. Et je pense que derrière, vous serez seul. C'est une fois dans l'Ouest. Vous avez rasé le crâne ou c'est... Oui, je rasais au-dessus et je peux vous dire que mes enfants se sont moqués de moi pendant à peu près 4 mois, puisque c'était le temps de la durée du tournage.
Donc j'ai eu droit à tous les colibets à la maison, évidemment. Enfin, à la maison, j'y étais peu, mais quand ils venaient me retrouver sur le tournage, ils se sont bien foutus de moi. Et puis, mon épouse ne m'a pas embrassé pendant 6 mois. Parce que après, il a fallu, évidemment, que ça repousse. Ce qui est très disgracieux aussi, je vous le confirme. Mais non, blague à part, le fait de jouer de méchant est venu simplement au moment où on m'a proposé la réalisation du film. Et puis, voilà, j'étais pas un fin connaisseur de Belle et Sébastien, mais donc j'étais un peu déstabilisé quand on m'a proposé de réaliser le film. J'ai dit, je suis pas sûr que ce soit pour moi, je vois pas le lien entre mes réalisations d'avant et même ce que j'avais fait comme acteur, donc j'étais un petit peu déstabilisé. Et le producteur, Clément Miseret, m'a dit, mais est-ce que tu peux lire le scénario, en tout cas ce qu'on aimerait faire, et puis on s'en parle après. Et en fait, en lisant le scénario, donc pour les enfants, le scénario c'est l'histoire, on va dire, après on a retravaillé, mais la première histoire, en lisant, en fait, j'ai été inspiré. C'est-à-dire que plein de choses me sont arrivées. Ça m'a fait penser à Jack London, ça m'a fait penser à Steinbeck, à Conrad, comme ça, la littérature aventureuse au milieu de la nature, d'humains, d'animaux et tout ça, et de parcours initiatiques. Et donc, j'ai été extrêmement excité de me dire, j'ai envie de faire, en fait, un film d'aventure. Pour nous tous, quand je vois, par exemple, la salle, comme elle est composée là, c'est exactement ce pourquoi je voulais faire ce type de film. C'est-à-dire aussi bien des adultes, des anciens, des couples, des enfants, qu'il n'y ait pas d'âge, qu'il n'y ait pas de sexe. Pour moi, le cinéma, c'est d'aller dans une salle comme celle-ci, qui est très belle d'ailleurs, bravo, et de se dire, quand ça s'éteint, on partage une aventure commune, et on y voit ce qu'on a envie d'y voir, mais on le partage avec des gens très différents les uns des autres. Et j'adore cette idée-là. Et du coup, quand après les producteurs m'ont dit, et de jouer le méchant, est-ce que ça vous tenterait ou pas? J'ai dit, c'est un peu tôt pour l'instant, il faut que je réfléchisse à comment je veux faire le film et qu'est-ce que je veux faire du film. Et en fait, je voulais vraiment un personnage qui représente le mal absolu, qui soit comme un peu, si je prenais des références qui nous sont communes, l'ogre dans Le Petit Poucet ou le loup dans Le Petit Chaperon Rouge, c'est-à-dire des personnages qui soient emblématiques et qui représentent que le mal. Il n'a pas de rédemption possible, il n'y a pas de psychologie, on ne se dit pas, ah oui, il a eu des problèmes dans son enfance, donc il est devenu très méchant. Non, non, il est méchant, il est le mal. Et il est ce à quoi, et les uns et les autres, on est confrontés de temps en temps et où on doit se positionner en se disant de quel côté je vais basculer. Pour moi, une des scènes clés, par exemple, du film, c'est quand Sébastien se retrouve dans les bras de Joseph et qui sort son petit couteau. Et que Joseph lui dit, vas-y, mets-moi le couteau. Et le geste héroïque pour moi, c'est de jeter le couteau. Et je me dis, je ne serai jamais toi, je ne serai jamais ce gars-là, je ne basculerai pas de ce côté-là. Et on voit qu'à ce moment-là, Joseph a une forme, il est perdu. Enfin, il est obligé de jeter Sébastien parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas la seule possibilité héroïque, c'est de jeter le couteau. Et je me dis, ce type de situation, par exemple, voilà, je voulais que Joseph soit une sorte de monstre emblématique de ce à quoi on est confronté en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, c'est-à-dire le mauvais côté, quoi. Je suis ton père. Mais cette force voilà, négative qui peut être en nous, qui peut être face à nous et sur laquelle on doit se déterminer. On dit tous à nos enfants, ne suis pas le monsieur, ne prends pas un bonbon, ne monte pas dans les voitures, et ils le font. Et je me dis, pourquoi ils le font Pour vous donner un exemple, par exemple, vous voyez ce personnage du camion, de ce half-track, on va dire le compagnon de Joseph, ce méchant monstre mécanique presque autonome, on a l'impression qu'il peut grimper partout, c'est une sorte enfin, c'est comme ça que je voulais le traiter, comme une sorte de compagnon du mal. Quand je l'ai amené sur le plateau de tournage, donc on avait customisé, on avait fait comme je voulais, dans la déco et tout ça. Quand je l'ai amené sur le plateau, tous les gens, on est 150 à peu près pour faire le film, tout le monde était autour en se disant « Waouh !» Je me dis, c'est fou, quoi. On était tous prêts à monter dedans, on était tous attirés par le fait, alors que c'est un objet magnifique, c'est un objet de guerre, c'est un objet... et c'est fou comme ça fascine, quoi. Et je pense que Joseph, il a cette même fonction. Il doit être fascinant, et on doit se dire, mais je veux et on a tous envie de le claquer, de lui mettre des baffes, et qu'il disparaisse, et on est très content qu'il finisse au fond du lac. Mais
il y a en même temps cette espèce voilà. Donc, quand j'ai accepté quand je me suis dit, tiens, je pourrais faire un bon Joseph, c'est-à-dire que c'était plus, pas dans l'esprit pour jouer, mais je voulais vraiment que le personnage ait cette fonction-là, et en fait, ça m'a permis de gagner du temps, de ne pas expliquer à un acteur tous les jours, de lui dire, si, t'es une ordure, t'es une ordure, t'es une ordure pendant 3 mois et demi, ça peut être épuisant. Pour quelqu'un qui a envie d'être aimé, c'est compliqué. Bonsoir. Là. Là. Ah, là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci, votre réalisation était magnifique. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis de la génération de Belle et Sébastien. Et pour moi, Belle et Sébastien, c'est les deux génériques, c'est la musique. Et vous, elle est assez édulcorée. Alors, on n'a pas vu, enfin, du moins, on n'a pas entendu au générique de fin s'il y avait la musique de la série, qui était dans le premier film, par exemple. Il y avait la chanson, vous voulez dire. Deux chansons. Parce que la musique, elle y est très peu. Cécile Aubry. Donc, est-ce que, voilà, comme on n'a pas entendu à la fin, est-ce que c'était un choix délibéré de votre part, puisque apparemment vous ne connaissiez pas trop, si j'ai bien compris, c'était pas votre truc quand vous étiez petit. Donc, pour moi, c'est vraiment indissociable, et c'est peut-être pour moi, qui suis de cette génération, c'est peut-être un petit manque. Alors, pour vous dire, la musique de Belle et Sébastien dans le film, elle y est beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup, mais elle est retravaillée. C'est-à-dire, moi, ce que je ne voulais pas, c'est refaire quelque chose qui était formidable et qui a été fait. C'est-à-dire que si c'est pour refaire, je préfère revoir. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est-à-dire, je suis un très mauvais imitateur. Et ça ne m'intéresse pas, en vrai, de reproduire une même chose. Ce qui m'intéresse, c'est d'avancer avec. Et typiquement, par exemple, je voulais travailler beaucoup, on a travaillé avec le musicien beaucoup, les 2 morceaux les plus connus de Belle et Sébastien, ils sont pratiquement tout le temps dans le film. Mais ils sont retravaillés avec violoncelle, avec un orchestre symphonique qui le module autrement. Il a réécrit pour que ce soit dans le film, que ça s'inscrive. Et en revanche, là où je vous rejoins, c'est que par exemple, je ne voulais pas du tout de la chanson, qui n'était pas dans le film. C'est-à-dire que... Dans le premier, il était. Oui, non mais dans le mien, je t'en bien sûr, oui, il était dans le premier, et en plus, je pense qu'il était très heureux de la mettre. C'est-à-dire que c'était c'était une vraie envie. Vous savez, quand vous faites un film, en fait, ça devient votre film. C'est-à-dire qu'ils voulaient, les producteurs, avoir 3 films, 3 visions différentes de Belle et Sébastien, 3 réalisateurs différents. Et c'est une manière de nourrir justement un univers qui est Belle et Sébastien, et de le décliner. Et effectivement, moi, alors, je comprends très bien le manque que vous avez pu avoir, qui était pour moi absolument nécessaire, parce que, par exemple, d'entendre le petit chanter pendant le film ne s'inscrivait pas dans le film. Pas forcément dans le film, mais au générique, par exemple. Ah oui, non, on l'a pas dit. Non, il n'y est pas. Même après, on a coupé un peu, mais... Ça s'est coupé, mais ouais. c'est pour ça. Non, il n'y a pas la chanson. Vous n'avez rien manqué. Enfin, vous n'avez rien manqué. J'ai manqué de mettre la chanson. Ne retournez pas voir le film pour ça. Vous n'aurez pas. J'ai 33 tours à la maison. Ah, bah super. Vous me rassurez. Bon, mais ça va alors. On a une question par ici. Oui. Donc, bonjour, monsieur Cognac. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de nous. Oui. Thomas et Damien. Nous étions à 2 avant-premières avant. La première, c'était en 2010, et la deuxième, c'était pour Un peu beaucoup et aveuglément. Absolument. Donc, j'aurais moi aimé savoir quel a été le plan le plus difficile à tourner. Alors en fait, le film, dans sa globalité, a été compliqué. Parce que c'est ce qu'on commençait à évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, j'ai beaucoup fait rire mes pères, parce que dans le cinéma, il y a des blagues qui circulent entre nous, enfin on va dire dans le milieu. C'est de dire quand tu vas faire un film avec un enfant, tout le monde te dit ah bah là, bonne chance. Si tu fais un film avec un animal, on te fait ah, alors là, bonne chance. Et si tu fais un film dans la neige, on te dit ah bah, bonne chance. Et donc j'avais cumulé. Donc quand j'ai dit à mes camarades, les gars, je vais faire un film à la montagne, dans la neige, avec des enfants, avec des chiens et des chiots. Pour être sûr d'avoir vraiment. Voilà. Donc c'est des films de manière globale compliqués. Donc j'aurais du mal à hiérarchiser le moment qui était le plus compliqué. Mais
j'étais tellement mu par une envie de raconter cette histoire que je disais toujours à mes équipes, oui, il y a des problèmes, on va en avoir plein. C'est pas le fait d'avoir des problèmes qui est un problème, c'est comment on les résout. Et en fait, on était vraiment dans cette dynamique-là, et j'essayais à chaque fois de me dire, bon, bah ok, on a ce problème-là, mais on va passer derrière. Donc c'était un film très vaste, et je ne pourrais pas hiérarchiser ce qui a été le plus compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été passionnant, et que les gens sont sortis du film plutôt heureux que malheureux. J'ai pas eu de gens dans l'équipe, d'acteurs ou de techniciens, ou tout ça, qui ont dit, waouh, quelle galère, c'était horrible, on ne refera plus. Donc c'est plutôt chouette en soi, de se dire on arrive à faire des choses et finalement tout le monde se dépasse parce que tout le monde se dit ah bah ça a du sens et on va réussir à fabriquer quelque chose. Donc j'ai pas eu une séquence particulière à sortir du lot. Alors Chloé, j'ai une question, c'est juste à gauche, juste devant, premier rang. Voilà, j'ai Lisa qui veut poser une question. Ouais. Est-ce que c'est vraiment Belle qui a fait les bébés? Alors, c'est une super question, parce que tu as raison, normalement ça devrait être le cas. Après, quand on fait du cinéma, et là je vais un peu ça va être un peu compliqué et un peu tordu ce que je vais te dire, mais en fait, pour faire Belle, on a 4 chiens, dont 3 mâles. Donc, et peut-être vous l'avez vu avant le début de la projection, le héros, c'est-à-dire celui qui joue le plus, qui est le plus expressif, est un mâle qui s'appelle Garfield. Donc en fait, Belle est un mâle qui joue une chienne et qui a un nom de chat. C'est un peu troublant, évidemment. Mais évidemment, c'est pas leur chiot. Donc on avait comme ça 4 chiens, dont une chienne. Donc Garfield, comme je te l'ai dit, c'est celui qu'on voit le plus à l'écran, qui est le plus expressif, avec lequel on peut travailler le jeu, on va dire. Puis on avait Ford et Fripon, qui étaient des chiens, des patous aussi, mais beaucoup plus physiques, qui n'aiment pas tellement faire des mimiques et jouer tout ça, mais qui aiment beaucoup tout ce qui est physique. Donc eux, on les a fait travailler pour faire les sauts, pour courir dans la neige, pour tirer le traîneau, pour tout ça. Et puis on avait la chienne qui s'appelait Isabeau. Mais les chiennes patous de cette race de chiens, elles font la moitié en hauteur d'un mâle. Donc je ne pouvais pas la filmer debout, je la filmais toujours quand elle était couchée et je mettais les chiots avec la chienne parce que c'est des chiens qui sont incroyables parce qu'ils sont capables de garder des troupeaux tout seuls, ils sont capables de se nourrir tout seuls, ils font peur aux loups et donc c'est des chiens qui sont assez grégaires, ils sont assez basiques dans leur manière d'être avec ce qui les entoure. Et si un chien mâle, patou, tout à coup a envie d'un goûter, s'il voit un chiot qui n'est pas à lui devant lui, peut-être il le prend comme goûter. Ça peut arriver. Donc je voulais éviter, si tu veux, qu'il se fasse un hot dog, qui serait un chiot que j'adorais. Donc on mettait que la chienne avec les chiots. Et pour les chiots, j'ai eu besoin de 15 chiots pour faire les 3 chiots. Parce que cette petite boule de poil super jolie, tu vois, super mignonne, qu'on a envie, je ne sais pas si ça a fait ça, mais on a envie de la prendre dans les bras, de la caresser, tout ça. Mais au bout de 3 semaines, ça devient un poney. Ça devient super grand et du coup, je ne peux plus tourner avec. Il fallait qu'on ait, tous les 15 jours, j'avais une nouvelle portée pour pouvoir garder les chiots tout mignons. Donc voilà comment c'est passé avec les chiens. On a une question ici de la petite Faustine. Par ici. Ah, Faustine. Bonsoir, c'était pour savoir si vous étiez vraiment tombé dans de l'eau à la dernière scène. Oui, et en plus elle était froide. Donc, oui. Et d'ailleurs, toujours une petite anecdote que je raconte, parce que je ne sais pas quel âge tu as, mais tu dois être à l'école encore, j'imagine. Non, je suis au collège. Voilà, enfin pardon, quand je disais l'école, en fait j'étais très général, donc au collège, je pensais que tu étais grande, mais voilà, j'appelle l'école moi tout, parce que j'ai arrêté trop tôt, justement. Et je vais t'expliquer pourquoi je pense que c'est une erreur. J'ai arrêté les études très tôt, et quand on a tourné cette scène, on tombait dans l'eau, on tombe, donc c'était avec Ford, je crois, ou Fripon, et puis on tombe dans l'eau, et tu sais, au cinéma, on refait plein de fois les prises, on refait plein de fois. Et bien Fripon, on n'a jamais pu le remettre en place.
Parce que Fripon, il a compris un truc, c'est qu'à cet endroit-là, il tombait dans l'eau glacée, donc on l'a ressorti et tout ça, mais après, il ne voulait plus y aller. Parce que Fripon, il n'est pas bête. Et moi, je l'ai fait 20 fois. Et je me suis dit que peut-être j'aurais dû continuer les études plus longtemps, et j'aurais réfléchi comme Fripon, et je ne l'aurais pas fait plusieurs fois. Donc, l'eau était froide et on est vraiment tombé dedans, oui. Vous aviez une fille? Pas de Une doublure. question juste ici, monsieur. Sans doublure. Bonsoir, merci d'être présent. On a voulu savoir, connaissant un peu le caractère du patou, vous m'avez dit qu'il y avait une femelle dans le lot. Est-ce qu'elle vous a laissé manipuler les chiots comme vous l'entendiez, ou est-ce qu'à un moment donné, étant très protecteur, elle vous a un peu embêté par rapport à la manipulation des petits que vous aviez avec vous? Non, en fait, comme c'était pas les siens, je pense, ça aurait été les siens, ça je ne sais pas. Mais comme c'était pas les siens, c'était la seule qui acceptait les chiots. Mais du coup, elle n'avait pas ce côté d'une mère patou qui ne laisserait pas approcher. Voilà. Non, elle les acceptait. Donc c'est ça qui nous a permis de faire des plans où il y avait les chiots et le chien dans le même plan. Sinon, c'était très compliqué. Bonjour, je voudrais dire, en fait, pourquoi il l'a poussé dans la cave à légumes? La cave à légumes. Pourquoi Belle pousse Joseph dans la cave à légumes? Oui. Ah, je pense qu'elle a compris que Joseph était quand même là pour essayer d'enlever ses petits, de faire du mal à Sébastien et tout ça. Et du coup, Belle s'est dit, comme elle est costaud, elle a vu qu'il tournait le dos. Et du coup, elle s'est dit, voilà, on va l'enfermer dans le cellier. Et comme ça, on va pouvoir s'évader. Moi, c'est comme ça que je pense. Et ça m'a aussi fait rire quand il a pas roulé vite. Ah, avec la voiture, avec la 4 chevaux. Ouais. Oui, c'est joli, c'est rigolo quand ils sont tous les deux dans cette voiture qui n'est pas du tout faite pour la neige. Oui. Comme tu as pu le remarquer. Surtout quand ils sont... quand ils sont tombés dans l'eau. Le méchant, il est tombé Ah, dans le l'eau. méchant, ouais, absolument. Ouais, ça fait du bien, on est content qu'il aille dans la flotte. Oui, parce qu'après, On est content les qu'il ne chiots, remonte ils pas. sont en ennui. Les quoi? Les chiots, ils sont en ennui. Ils s'ennuient. Ah, d'accord. Ah oui, j'avais pas pensé que les chiots s'ennuyaient. Et peut-être, en fait, parce qu'il ne fait plus la lecture, peut-être il n'a pas le temps de leur lire la suite des Trois Mousquetaires. Alors, j'ai une question d'Antoine, juste ici. Alors, comment vous avez fait pour trouver la voiture, la grande voiture allemande en fait? Le Half-Track? Oui. Ben, c'est toujours compliqué. En fait, quand je cherchais, quand je réfléchissais au film que je voulais faire, tout ça, tu sais, j'ai des équipes avec moi, et je cherchais, je leur disais, je veux chercher un véhicule particulier que je n'aurais pas trop vu au cinéma, et je veux vraiment cette chose dont je parlais au départ, c'est-à-dire trouver un monstre, trouver quelque chose qui soit assez visuellement assez fort, pour que ce soit impressionnant, angoissant, et qu'en même temps on ait le sentiment que ça puisse aller partout. Et donc tu cherches, tu documentes, tu fais plein de recherches différentes, et puis à un moment je tombe sur ce véhicule, le Half-Track, qui est aussi bien un véhicule qui servait à l'armée allemande qu'à l'armée américaine, qu'à l'armée suisse aussi par exemple. Et donc je vois ce véhicule où je me dis il y a des chaînes, enfin il y a des chenilles, et puis devant il y a des roues, et puis en même temps c'est très anguleux, et je trouvais ça très fort comme véhicule, et je ne l'ai pas vu beaucoup au cinéma. Je me suis dit, voilà, ça, on va en faire le monstre de Joseph. Et après, bah, tu mets tes équipes, les gens qui bossent avec toi, et tu dis, bah, trouvez-moi ça, les gars. Il va falloir chercher. Et là, il y a des passionnés partout, en Europe, en France et tout ça, qui sont passionnés de véhicules, qui gardent des véhicules totalement insolites. Et on a trouvé un couple de gens passionnés qui en ont plusieurs et qui étaient en plus dans la région pas très loin où on tournait, et qui se sont prêtés au jeu, qui sont venus sur le tournage avec le véhicule. Ils nous ont laissé évidemment l'autorisation de faire comme on avait envie qu'il soit et tout. Et ils étaient présents, et heureusement, parce que alors, à l'image, j'espère qu'on croit que ça va partout et que c'est formidable. N'achète jamais ça si tu veux aller dans la neige.
ça ne marche pas dans la neige, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que ça s'enlise, c'était un cauchemar. Pour rouler sur 20 mètres, c'était un... Voilà, mais à chaque fois, en plus, c'est des vieux moteurs, des vieux trucs, donc avec le froid à moins 20, moins 30, le truc s'arrête, tu peux pas toucher la tôle, sinon tu restes collé, donc ça t'arrache la peau de la main. Donc c'est juste pas fait pour le froid et la montagne, mais en revanche, visuellement, je trouve que ça marche très très bien. On a une question de Marie-Lou Juster. Est-ce que c'est prévu qu'il y ait un nouveau film? Tu veux dire un 4? Oui. Non. Et de manière assez radicale, en fait, je réponds, parce que j'ai demandé, pareil, je ne voulais pas vous donner des nouvelles qui ne soient pas les bonnes, mais a priori, depuis le départ, les producteurs, donc ceux qui trouvent l'argent pour financer le film et tout ça, eux avaient décidé de faire une trilogie. Donc 3 films, ce que je disais à madame tout à l'heure, 3 films, 3 réalisateurs différents, 3 visions différentes de Belle et Sébastien. Je me dis, je comprenais l'idée, voilà, intellectuellement, de se dire oui, ça suffit, 3, on ne veut pas en faire 4, 12, 20, rester sur une trilogie. Et puis après, je me suis mis aussi à réfléchir en me disant, effectivement, tu vois, Félix Bossuet qui joue Sébastien, qui est formidable, il a commencé sur le premier, il avait 6-7 ans, sur le deuxième volet, il avait 9 ans, et sur celui-ci, il a 12 ans. Et on l'a tourné il y a 1 an, donc il a 13 ans aujourd'hui. Et je me dis, si jamais il y avait un 4, le temps de l'écrire, de le fabriquer, de tout ça, on aurait peut-être un Sébastien qui revient du Canada avec Belle, en disant bon, voilà, c'est ma chienne. Moi j'ai 16 ans, j'adore les chiens, mais j'aime bien les filles. Donc on s'est dit que c'était peut-être pas la bonne idée de sentir Sébastien. Pour nous, ça reste un enfant. Il reste cet enfant avec ce chien et la nature et César et tout ça. Donc finalement, dans la continuité, je pense qu'ils ont raison d'arrêter Belle et Sébastien, ou alors il faudrait inventer autre chose. Et ça, c'est pas moi qui peux décider. Il y a la suite. Et donc, oui. Et donc, on verra. C'est pas moi qui peux répondre à ça, mais eux veulent arrêter, a priori, ils disent c'est le dernier, mais je te propose de le revoir en imaginant que c'est le 4. C'est pas les mêmes paysages. Allez, une autre question de madame juste ici. Oui, bonjour. D'abord, merci pour votre film, je l'ai trouvé magnifique, il est rempli d'amour. Vraiment, j'ai adoré, il est bienveillant. Je redécouvre Belle et Sébastien parce que j'ai connu la série étant petite fille. Et j'ai aimé le redécouvrir comme ça. Le petit garçon ressemble beaucoup au personnage. Amélie, je trouve aussi plus il vieillit, bizarrement. Je trouve que maintenant, il a vraiment quelque chose de Mehdi. Oui, vraiment. Donc voilà, je me suis régalée, c'est un grand bonheur. Et je voulais savoir si, vers la fin du film, quand on voit le livre La comédie humaine de Balzac, si c'était vraiment un clin d'œil volontaire ou pas. Je l'ai pensé, mais je pose quand même la question. Oui, ça fait partie. En fait, il y a plein de thématiques dans le film, évidemment, pour que quand vous investissez tellement dans un film, en fait, vous êtes partout. Moi, il n'y a pas un plan dans le film, il n'y a pas un ourlet de vêtements, il n'y a pas une mèche de cheveux qui n'ait pas du sens pour moi. C'est-à-dire, j'ai envie de raconter l'histoire de telle manière que voilà, je suis partout. Enfin, partout, investi à fond. Alors évidemment, voilà, pour moi, typiquement, la littérature d'une part, la comédie humaine de Balzac, pour moi, c'est une bible de chevet, quoi. Je trouve une œuvre hallucinante, je trouve d'une modernité folle, et c'est une manière évidemment d'un petit clin d'œil personnel à des choses où je me dis, là il y a des enfants qui regardent le film, il y a des adultes qui regardent le film, et voilà, que par exemple vous l'ayez vu, je me dis, ah c'est chouette, peut-être ça fait un écho quelque part, et les thématiques qui sont dans le film, comme la loi n'est pas toujours juste, comme on peut avoir une deuxième vie après 60 ans et tomber amoureux et devenir un héros aussi très sexy après 60 ans, ce qui est pour moi checké dans le film. Je voulais vraiment faire un héros sexy, physique, et voilà. Il y a plein de petites thématiques dans le film qui sont pour moi très importantes, et celle-là, voilà, c'est effectivement un clin d'œil en disant bouquiner c'est pas mal, et puis bouquiner des trucs chouettes qui ont du sens et qui nous apprennent un peu à comprendre comment on fonctionne les uns avec les autres, je trouve ça chouette.
Autre question, juste ici avec monsieur. Oui, bonjour, c'était pour savoir, quand vous faites un film comme ça, c'est vous qui choisissez les endroits où vous allez tourner ou on vous propose des gens qui vont en repérage et qui vous disent tiens, là, c'est bien de filmer, il y a un chouette panorama à cet endroit-là et tout ça? C'est en fait presque dans votre question, il y a la réponse, c'est-à-dire que je cherche des lieux et il y a des repéreurs qui proposent différents lieux. Et derrière, je me déplace évidemment pour aller chercher avec eux. Et puis de temps en temps, quand on se déplace, je dis ah bah tiens, on va pousser plus loin, on va aller voir là, on va aller voir là, on va aller voir là. Et la décision, c'est moi qui la prends évidemment, puisque c'est moi, le réalisateur ou la réalisatrice, qui prend la décision de dire c'est là que ça se passe. C'est là, c'est là, c'est là. Donc c'est un mélange. J'aurais pas pu physiquement faire toutes les Alpes. Pour aller trouver les décors. En revanche, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est une vraie aventure d'équipe, le cinéma. Je serais incapable de savoir comment on répare un projecteur en triphasé et tout ça, et il y a des gars sur le tournage qui savent le faire. Donc c'est vraiment, tu sais ce que tu veux, et tu es le maître de tout ça, c'est-à-dire tu as une vision, une proposition, et tu décides de tout, tu réponds à tout, ça c'est évident. Mais en revanche, par exemple, typiquement pour trouver le camion, je sais pas, j'aurais pas pu prendre le temps d'aller feuilleter les pages jaunes, voilà. Ça se dit plus, ça, je crois. Je dois faire vraiment un regard en disant ça. Voilà. Et deuxième question, au niveau, vous avez utilisé des cascadeurs ou pas du tout? Parce que vous avez dit que vous étiez tombé 25 fois dans l'eau, donc au niveau du passage avec la voiture. Oui, pour la voiture, on a des cascadeurs parce que c'est une voiture, ce que je demandais était déjà très difficile à faire, même pour des cascadeurs. C'est une petite voiture comme ça dans la neige à fond les ballons avec un précipice et mettre la moitié de la voiture dans le vide. Jamais j'aurais mis un acteur dedans. Non pas que je préfère les acteurs aux cascadeurs, mais simplement le cascadeur a plus de chances de s'en tirer que l'acteur, parce qu'il conduit mieux. Donc je leur ai demandé, en plus on l'a fait plusieurs fois, parce que je voulais des plans très précis et tout ça, donc ils ont été formidables, et voilà, ça, ce genre de choses, je ne le fais pas faire à des acteurs. Par exemple. Et tomber dans l'eau, ça, j'avais pas d'excuse. Hein. Une question de la très jeune Marie, un mot sur la droite. Très bien. Je crois que tu as gagné un micro, Marie, en fait. Elle a le trac. C'est normal parce que ça fait une voix bizarre quand on parle dedans. Mais t'inquiète pas, il va rien t'arriver. Tu peux parler dedans. Marie voulait savoir pourquoi on ne voyait pas beaucoup Angelina dans ce film-là. Parce qu'en fait, elle part au Canada avec le papa de Sébastien. Et du coup, je ne pouvais pas filmer en parallèle. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, en vrai, nous tous, c'est elle et Sébastien. C'est-à-dire que c'est nos héros, c'est eux qu'on suit. Et du coup, Angelina, pendant ce temps-là, je pense que ça se passe bien au Canada. Je crois que c'est sympa, ils sont amoureux les deux. Et puis ils attendent Sébastien qui va arriver. Voilà. Mais elle n'est pas beaucoup dans le film parce qu'elle n'avait pas d'activité à faire particulière dans cette aventure-ci. Je suis désolé, Paris. C'est une cousine. Pourquoi ils sont partis au Canada? Eh ben, Je pense que l'époque, en fait, ce que je voulais raconter, c'est que c'est juste, alors, tu es jeune, donc je ne sais pas si tu as encore étudié ça, mais c'est juste après une grosse guerre qu'il y a eu, et qui a fait beaucoup de dégâts. Et en fait, l'idée du Canada, c'est un territoire qui est très vaste, qui est très grand, et qui était relativement peu habité. Il y avait ce côté un peu de gens qui sont de la nature, de la montagne, de partir dans l'autre monde, le nouveau monde, ce qu'on appelle l'Amérique, les Amériques. Et du coup, je trouve qu'il y avait quelque chose qui était excitant dans l'idée de se dire que quand Sébastien allait partir pour les rejoindre, on pouvait se dire qu'il allait partir dans un endroit qui lui correspondait aussi et qui en même temps était le nouveau monde. Donc voilà, c'était une... Je préférais ça que Bruxelles, qui est une ville que j'adore, mais qui est moins aventureuse.
Alors, il y a une question juste à côté du jeune homme. Pourquoi le méchant il voulait tuer Belle? Pour faire un méchoui. Non, je te fais une blague. Je pense que le méchant, il est tellement méchant que, en fait, à partir du moment où il voit que Belle lui échappe, tellement il est méchant, il préfère qu'elle meure plutôt qu'elle soit à quelqu'un d'autre. C'est ça la vraie méchanceté aussi de ce type de personnage. D'abord, il veut la récupérer et récupérer les chiots parce que c'est des chiens qui valent très cher. Et à l'époque, comme on est juste après la guerre, c'est des chiens qui valaient encore plus cher. Alors dans un village à la montagne comme ça et tout, c'était une vraie valeur. Et du coup, il veut récupérer quelque chose qui n'est pas à lui en plus, donc il veut voler juste pour les vendre et faire de l'argent. Donc le moment où il voit que ça lui échappe, il préfère tuer plutôt que ça lui échappe. Ce qui est absolument dégueulasse. Alors, Clovis, on va prendre une toute dernière question avec la dame qui est juste derrière moi. D'accord, c'est une amie. Bonsoir, moi en fait j'aurais une question, merci d'être là, bravo pour le film qui est très très beau, aussi bien pour les enfants que leurs parents. J'aurais en fait une question au propriétaire du chien, je me permets de poser une question au monsieur qui est là, oui. Je ne sais pas s'il veut bien me répondre. Ah ben, je pense qu'il ce serait mal poli. Voilà, je voulais savoir, que ressentez-vous quand vous voyez votre chien sur l'écran? Quelles sont vos émotions? Vous avez un micro? Ah, je viens de... Ah, il y a le micro, monsieur, qui est juste à côté de vous. Je suis très émotif, surtout de voir un peu tout ce que mon chien est capable de faire, ce qu'ils lui ont fait faire. Et c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Alors, en plus, c'est vrai que Garfield a été, voilà, c'est notre chien vedette, c'est notre acteur. Donc c'était fabuleux déjà que monsieur se prête au jeu, c'est-à-dire quand il y a un rapport affectif avec son chien qui est très fort en général pour nous tous. Donc c'était super chouette de savoir que quelqu'un nous le confiait. Alors c'est vrai qu'Andrew Simpson, le dresseur, est un type extraordinaire et fabuleux. Ce qui est exact. Ouais, et qui protège, et qui est surprotecteur avec les animaux. Donc du coup, il n'y avait pas de risque de ce côté-là, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est une séparation pendant 3 mois et demi avec son chien, ou 4 mois même, parce que le temps de... Donc j'imagine que ça ne devait pas être évident, donc merci beaucoup, en tout cas d'avoir joué. Merci. Merci. Il faut savoir, pour le premier, là, il est parti 12 mois quand même. Oui, parce qu'il faut le dresser, et comme le dresseur est anglophone, il les dresse en anglais, alors c'est des chiens qui ont quand même l'accent. Et voilà, et il est bilingue. Merci beaucoup, en tout cas, merci à tous, et puis ben, voilà. Si vous avez aimé, parlez-en, sinon juste ne le dites pas. Merci beaucoup.